Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on reçoit Maître Claudine Monette, notaire, et on parle de testament. Notaire Monette, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maître Hébert. Je vous ai appelé Notaire Monette, mais en fait, c'est parce que souvent, les notaires, on vous appelle notaire plutôt que maître. Si je me trompe ou c'est encore comme ça? Ça dépend des gens. Vous, les gens, vous appellent Claudine. C'est ça. Bon. En général, dans le bureau, c'est plus simple comme Claudine. ça. Bon. Notaire, aujourd'hui, on parle de testament. Ça, je comprends. Je ne sais pas si c'est... comment dirais-je, vraiment, la blague, c'était le notaire le potiron dans le temps, là, pour les plus vieux là, ou plus vieilles. Ça, c'était contrat de mariage, vente de maison, testament. Ça, c'était pas mal le classique. Mais au fil des années, ça a beaucoup évolué, là, la pratique notariale. Là. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font aussi du corporatif maintenant, qui sont plus spécialisés. On a plusieurs sujets. Il y en a qui vont travailler aussi bien pour l'adoption, pour l'immigration. Il y a plusieurs domaines de spécialisation aujourd'hui qu'on ne voyait pas. Avant, tu associais le notaire, hypothèque, testament, Contrat de mariage. puis contrat de mariage, puis régler une succession, ça s'arrêtait là. OK. Mais aujourd'hui, même dans ces domaines-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont développées. On regarde les vieux testaments qui datent de 60 ans, 100 ans, là, et c'est pas du tout du même style que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos documents. La différence est assez grande, merci. Alors, moi, je vous ai demandé de venir nous parler du traditionnel. On se reverra peut-être au courant de l'année pour d'autres choses de moins traditionnelles pour les plus vieux d'entre nous, toujours. Là. On parle de testament. Alors, première question, là, on se souvient tous, bien, moi, je m'en souviens parce qu'on sait que j'ai été notaire au début de ma carrière, mais est-ce qu'il y a encore trois... Je vais faire comme si je ne savais pas. Là. Moi, j'arrive à votre bureau aujourd'hui, là, puis je vous dis, notaire, moi, j'ai fait un testament sur un bout de papier chez nous, je l'ai signé... Et pour moi, ça fait sonnette d'alarme. OK, sonnette d'alarme. C'est sûr que il y a trois formes possibles, comme on dit toujours. On peut le testament à la mitaine, qu'on appelle le testament holographe, écrit de votre main et signé, daté. Important. Mais il ne faut pas que ça soit à l'ordi, là, puis on le signe. Ça, c'est pas un testament holographe. Même si c'est vous qui avez tapé à l'ordinateur, ça ne marche pas. C'est vraiment signé de ta main, écrit au complet de ta main, signé. Ça, c'est le testament holographe. C'est important parce qu'on en parle. J'ai vu d'ailleurs des décisions des tribunaux, là. Quelqu'un qui avait... On essayait de dire, mais maintenant, les gens n'écrivent plus, ils font... Il y avait tout avait été mis en preuve pour démontrer que ça avait été fait sur son ordinateur, il y avait son mot de passe, puis qu'il avait signé. La Cour a dit, à ce que je me souvienne, c'est pas un testament holographe. C'est écrit de la main. Parce que le Code dit bien, il y a des éléments qui sont essentiels. Puis le testament holographe, l'essentiel, c'est d'avoir été écrit de la main du testateur puis signé par lui. Okay. Donc, si on n'a pas ces deux éléments-là, que la date soit pas là, des fois, on peut s'arranger pareil. Ouais. Mais il faut qu'il l'ait signé puis qu'il l'ait écrit de sa main. Fait que dès que ces deux éléments-là sont pas là, on perd la validité, on peut pas aller chercher plus loin. L'autre élément, c'est de le faire, ce qu'on appelle sous la forme anglaise, que ce sont les types de testaments qu'un avocat aussi fait, c'est-à-dire fait à l'ordi ou écrit par un tiers, signé par le testateur avec deux témoins. En présence des témoins. Il peut signer son testament en présence des deux témoins en leur disant « Ça, là, même s'ils n'ont pas été là pour le lire avec lui, c'est mon testament que je fais, puis ils signent avec lui. » Mais ils peuvent aussi signer à part. Le testateur l'avait déjà signé, il va trouver deux témoins, il leur dit « Ça, c'est mon testament », il leur demande de signer pour attester. C'est valide. Ces deux formes de testament-là, cependant, il faut les faire vérifier avant d'être capable de s'en servir. Et ça c'est l'élément le plus, comment dirais-je, le plus important, là. Onéreux et important. Oui, onéreux, hein, parce que je le sais,
les gens, souvent, vont dire, je n'ai pas les moyens d'aller faire un testament chez le notaire. C'est parce que ça va coûter plus cher ensuite? Ça va être plus que le triple. Parce qu'on va devoir faire une procédure à la cour, déposer des documents, signifier à des gens pour être capable de dire, OK, il peut valoir ce testament-là, il peut être acceptable. Donc, c'est... Je vous arrête. Donc, aussi, risque de contestation. Risque de contestation... Aller à la cour, pour moi, signifie... Bon, j'en fais, là, parce que au fil des années, je me souviens au début de ma pratique, il y a quelques années, c'était rare quand même. C'était plutôt les familles... les familles bourgeoises plus riches qui, on voyait des chicanes ça a beaucoup changé. À la cour. Mais maintenant, les successions de gens moyens, c'est facilement 500 000 à 1 million, là, les maisons, hein, puis et tout ça. Fait que, on a soudainement... d'une part le fait que les gens peuvent venir contester que c'était pas écrit de la main du testataire, et la contestation qu'on a le plus souvent, le testament fait devant témoin, on dit qu'il doit être écrit soit par le testateur lui-même, soit par un tiers. Il peut être fait à l'ordi, mais s'il est écrit par un tiers à la main, qui est en plus... Un tiers, c'est pas un des héritiers. OK, un tiers, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Donc là, on vient déjà d'avoir un premier élément de contestation. Puis ce qu'on craint tout le temps, nous autres, c'est... Les gens veulent toujours en dire trop. Ils essaient, dans un petit testament à la main ou entre eux autres, d'écrire autant de choses qu'on écrit dans les testaments notariés. C'est là qu'on arrive avec beaucoup de contradictions. Les Moses de petits formulaires qu'on peut faire venir par Internet, là, nous autres, on a peur de ça parce qu'on est sûr qu'on va se ramasser avec une procédure de contestation. Là, on dit souvent... Nous, les avocats, on dit souvent aux gens, moi, je les envoie à un notaire, je les réfère à un notaire, puis je dis aux gens, faites attention, si vous écrivez, je sais que les gens peuvent avoir un état d'âme quand vous écrivez votre testament, mais là, si vous commencez à dire que vous donnez à Serge, puis ensuite vous continuez un peu plus loin, puis vous dites, j'en donne à Claudine, ça devient... Donc, il y a des risques d'interprétation. En fait, qu'on interprète le testament des gens, c'est ça. Je ne veux pas prendre votre place, là, mais... C'est souvent ça. Quand j'étais au ministère de la Justice, je faisais des vérifications. C'est moi qui recevais ces procédures-là. J'en ai vu des affaires sucrées un peu. Je donne tous mes biens à mon épouse. Deuxième ligne, je veux qu'elle partage également avec mes 4 enfants. Est-ce que c'était toi, madame, ou un 5e à madame, puis un 5e à chacun des 4 enfants? T'sais, juste parce qu'il voulait dire, je veux qu'elle s'occupe de tous mes enfants, là, comme il faut avec ça. Mais en voulant trop bien faire, il nous a causé plus de problèmes. Donc, on essaie autant que possible d'éviter ça. Ça arrive des fois que les gens disent, j'ai pas le choix, je suis dans une situation extrême, mais mettez-en le moins possible. Et soyez le plus clair. Essayez pas de nous expliquer de quoi puis faire des belles phrases, là. Okay. Ça, c'est dangereux. C'est important de le mentionner. Comme vous dites, peut-être que quelqu'un peut dire je veux changer mon testament, je vais en écrire un autre à la main en attendant. Pas de roman fleuve. Non, on va avoir d'autres romans fleuves après si on fait ça. Alors là, on vient donc dire holographe, là, à la main, écrit à la main, signé à la main par le testateur, la testatrice. On a dit sous forme anglaise, donc devant 2 témoins. Pas devant, en présence. Signé en présence de 2 témoins ou déclaré que c'est le testament en présence des 2 témoins qui vont signer. Et finalement, celui qui nous intéresse, le notaire, le testament notarié. Notarié. Bon. Est-ce qu'au fil des années, je me souviens, encore, je me moque pas, là, je me moque pas de la religion, mais je me souviens, vous souvenez-vous de la première phrase que l'on... Je recommande mon âme à Dieu. Ça, c'était dans tous les Anciens Testaments. Oui, hein? Il était peut-être trop tard pour le dire. Mais ça faisait partie de la culture. Puis on commençait toujours avec ça ou avec la phrase « Je demande pardon à tous ceux avec qui j'ai pu offenser ». On voyait ça souvent aussi, mais je recommande mon âme à Dieu, il était fréquent. Puis ensuite, il y avait le nombre de... On nous donnait l'instruction de faire célébrer des messes. C'est ça. Ça, c'est l'époque plus catholique de Aujourd'hui, on en revoit, mais le testament, il est fait pour dire à qui on donne nos biens puis de quelle façon on veut qu'on le donne. Donc, pour moi, tout ce qui s'appelle les instructions funéraires, puis qui aujourd'hui changent beaucoup parce qu'on a plus en plus d'offres de cérémonies différentes, toujours mettez ça dans un document à part
que les gens vont pouvoir accéder facilement sans être pris pour avoir la vérification, c'est-tu le dernier testament? Puis, tu sais, là, on les met de moins en moins dans les testaments. Ce que vous me dites, c'est les instructions qui ne sont pas testamentaires. C'est ça. Je vais avoir une messe à la cathédrale, j'y tiens. Je vais être exposé, pas exposé, incinéré, pas exposé, avoir que mon corps soit traité en aquamation. Ça, c'est depuis quelques années qu'on a ça. C'est comme un genre de traitement avec de l'électrolyse et ça enlève tous les procédés du corps. Tout ce qui reste, c'est des os qu'on vous remet broyés. Fait qu'au lieu d'être des cendres, c'est des petits os broyés. L'eau serait supposément parfaitement inoffensive pour arroser le jardin, mais fait que c'est plus... Comment est-ce qu'ils disent? Ça va plus en fonction avec la nature. C'est moins dommageable, c'est ça. Fait que ça commence de plus en plus. Je pensais que ça rajeunissait notre corps et qu'on pouvait être je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'adeptes si ça avait été le cas. OK. Alors, donc ça, j'aime mieux avoir ça d'un document à part. Ces instructions-là, on les fait à part. Puis, évidemment, si on a des secrets, là, mais si on veut, ce sont nos conjoints ou la famille proche, on peut dire à nos enfants ou donner des instructions à notre conjointe. C'est ça. Enfants. Parce que c'est souvent le problème. Si on n'a pas laissé d'instructions, le conjoint, d'habitude, il sait. Ouais. Mais mettez la deuxième conjointe, alors que j'ai des enfants qui sont déjà d'âge, tu sais, 30-40 ans montant, j'ai une deuxième conjointe. Si tout le monde ne sait pas c'est quoi les dispositions, puis on l'a dit juste à la deuxième, mais que les enfants du premier lit ne sont pas d'accord, je viens déjà de créer de la tension au décès, là. Fait que des instructions précises, c'est bon, mais pas juste les garder dans votre poche, mais que les gens qui vont avoir à le demander peut-être le savent. Donc, autant la conjointe que les enfants doivent être informés de ces instructions-là. Qui ne savent pas, qui ne sachent pas ce qu'il y a dans le testament, je veux dire, ça, ils le verront bien assez vite au décès. J'ai pas besoin de donner aux enfants des copies du testament pour qu'ils sachent ce qu'il contient. Mes instructions funéraires, oui, par exemple. Justement, on voit beaucoup à la télé ou parce que ça fait un peu plus spectaculaire. Et je pense que les gens vous le demandent peut-être encore. Là, quand est-ce qu'il va y avoir la lecture du testament? On le fait de plus en plus. Il y a eu une période où, quand on regardait Séraphin, c'est ceux qui convoquaient tout le monde. Et puis, il y a eu un moment donné où, je ne sais pas pourquoi, ça a sorti des mœurs. Ouais. Mais là, de plus en plus, même dans les testaments, on demande qu'il y ait au moins une rencontre avec un notaire parce qu'il y a beaucoup de droits de protection qu'on met pour les héritiers d'un testament. S'ils ne vont pas voir un notaire, c'est pas la personne à la banque qui va y dire. Ils ne connaissent pas ces clauses-là. Fait que souvent, ils perdent des protections, que ce soit parce qu'ils sont mariés, puis ils pensent pas, ils prennent l'argent de la succession, puis ils mettent ça pour payer l'hypothèque sur la maison qui est aux deux noms. Bien, quand on fait ça, on vient d'en donner la moitié au conjoint. Si tu ne fais pas un papier pour te protéger. Donc ce n'est pas qu'une façon... Je vais faire un commentaire des gens qui pourraient être mesquins, c'est de dire... c'est bien, le notaire va nous facturer. En fait, non, c'est une consultation. Vous allez expliquer... Ouais. Vous allez expliquer, c'est le conjoint, les enfants, vous allez expliquer qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ensuite, ils choisiront avec qui ils vont faire affaire s'ils veulent un autre notaire. Est-ce qu'on pourrait aussi, si vous, par exemple, j'allais vous voir en disant, voici le testament, je sais que c'est le notaire un tel, mais vous êtes mon notaire parce que vous avez... Le notariat, les gens ont des clients longtemps, souvent, parce que... Alors, est-ce que je peux dire, le notaire mon testament est chez le notaire un tel ou une telle. Je voudrais que vous le fassiez venir et je voudrais que ce soit vous qui nous l'expliquiez. Okay. On peut-tu faire ça ou si on va nécessairement d'une part, si c'est vous-même qui venez me voir alors que donc t'es pas mort. Non, je viens me voir pour quelqu'un de proche de moi. Bien, c'est sûr que si j'ai pas le testament qu'on veut modifier, c'est difficile. Si c'est un code de succession parce que, ton frère est décédé, on n'est pas obligé d'aller voir le notaire qui a reçu le testament. C'est fréquent qu'on le fait parce que bien souvent, il y a eu la confiance de la famille qui est là, mais c'est pas nécessaire. J'avais un monsieur l'autre jour qui m'appelait de Québec parce que sa maman était décédée, puis avait fait le testament avec moi. Puis j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas appelé votre notaire à Québec? Bien, c'est vous qui avez reçu le testament.
Oui, vous émettez une copie, mais copie. c'est pas nécessaire. Vous pouvez tout faire le travail à partir de chez vous. Et ce qui est important, c'est toujours d'aller choisir quelqu'un avec qui on est en confiance, puis qui est aussi spécialisé dans le domaine on veut faire. Mais l'important, c'est bien plus d'être en confiance avec cette personne-là. Oui, d'avoir un bon contact. C'est pas nécessairement... Tu n'auras pas nécessairement le même goût de ta sœur ou de ton père, là, tu sais. Donc, si moi je vous appelle pour vous dire, notaire, je pense que mon frère a fait un testament chez vous, le secret professionnel, vous allez peut-être me dire, je ne sais pas, comment s'appelle-t-il, un tel, parfait. Moi, je ne sais pas s'il a fait de testament parce que vous ne me le direz pas. Le seul temps où on peut dire de quoi, parce que les testaments puis les mandats en cas d'inaptitude, c'est ce qu'il y a de plus protégé par le secret professionnel. On ne veut pas que les enfants commencent à savoir d'avance ce que les parents ont mis dans le testament et compagnie. Pour être capable de répondre, ça me prend une preuve de décès qui m'est amenée en disant, bien là, on n'a pas le choix. On va aller faire une recherche testamentaire, on va faire une recherche au registre du barreau puis de la Chambre des notaires pour savoir qui est héritier. Et là, on va pouvoir entamer le processus. Mais tant qu'on n'a pas une preuve de décès entre les mains, je n'irai pas demander des copies à un autre notaire. Il y a une question qui est souvent posée. Donc, je récapitule ce que vous venez de dire. Il y a un registre des testaments au barreau et à la Chambre des notaires qui nous indique le dernier testament qui aurait été fait par la personne, le défunt ou la défunte. Maintenant, il faut toujours dire un défunte. Bon, et en prenant pour acquis qu'il n'y a pas de testament holographe, on n'a pas trouvé de document. Ah, ça c'est une autre chose. Hein? Si j'ai décidé à la dernière minute d'écrire un bout de papier, puis je déshérite un de mes enfants, puis que le hasard veut que ça soit lui ou elle qui voit le testament, puis qui dit « Ah ben mon vieux, c'est ça. Tu sais, toi, il pourrait... » Je parle pas de mes enfants, là. Je sais que les autres non plus ne sont pas comme ça. Mais disons qu'il y en a un mouton noir, il pourrait déchirer le testament. C'est le gros désavantage du testament holographe. C'est justement, si la mauvaise personne tombe dessus, bien, elle peut le détruire. Il pourrait disparaître. Alors, il pourrait disparaître, puis si personne d'autre le savait, bien, ça ne s'applique pas. Toujours dans le même exemple du mouton noir, je suis le mouton noir de la famille. J'ai des raisons de penser, parce que je ne parle pas à mes parents depuis 30 ans, et là, j'ai des raisons de penser que je ne suis peut-être pas sur le testament. J'apprends qu'il est mort. Je sais que mes parents faisaient affaire avec le notaire Monette. J'appelle le notaire Monette. Mon père est mort. Ouais, mes sympathies, je le sais. Je voudrais une copie du testament. À qui le notaire peut-il donner des copies de testament? Est-ce que ce sont les héritiers? Les héritiers ou on le fait paraître dans le journal? C'est qu'on va... Nous, si on a la dernière copie du testament, mettons que les recherches ont été faites. À moins d'avoir l'autorisation des héritiers qui sont mentionnés dans le testament, ce sont les seuls qui peuvent avoir une copie du testament. Si on veut en donner aux frères et sœurs qui sont déshérités, bien, il faut que j'aille l'accord de ceux qui reçoivent. J'essaie toujours de convaincre dans ce temps-là les héritiers de dire, regarde, c'est la seule façon qu'on peut y prouver qu'ils n'étaient pas dedans. Fait qu'arrêtez d'augmenter, si vous voulez, la discorde, puis donnez-en une copie. Ou des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire une lettre sous serment, lui confirmant qu'on a eu les recherches, que c'était le dernier testament, puis je confirme qu'il n'est malheureusement pas nommé dedans. Au moins, ça finit par répondre à sa question. Sinon, je fais juste le motiver à essayer de prendre une procédure pour en avoir une copie. Mais malheureusement, on serait supposé mettre la copie uniquement aux personnes qui sont touchées. Et j'ajouterais qu'en vertu du nouveau code de procédure, qui est notre coffre d'outils, les parties doivent coopérer. Donc, l'objectif, c'est que changer la mentalité actuelle et plus tard, que les gens... Ce qui fait que le notaire pourrait dire, écoutez, vous pouvez prendre des procédures, mais les héritiers, vous devriez en donner une parce que vous avez l'obligation de collaborer. On ne veut pas embourber les tribunaux avec ce genre de dossier-là. Il y a une question... on est beaucoup influencé par le cinéma. On voit toujours on voit toujours, mais il y a certains films où je reçois une lettre, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de notaire, dans le reste du Canada non plus, ou en tout cas des public notary, là, qui sont des commissaires à la sermentation, mais des notaires comme vous, là, ils appellent ça, je pense, title attorney. Title attorney, oui. Ils font des transactions, une pratique similaire à la vôtre. Bon. Là, je reçois une lettre, on voit dans le héros reçoit une lettre
d'un Vous êtes avocat du New York l'heureux disant... héritier. Ouais, ça arrive-tu dans la vraie vie, ça? C'est rare qu'on n'a pas fait faire le contact par la famille, déjà. En temps de pratique, ça m'est peut-être arrivé 2 fois. Fait que c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Et quand, au contraire, il y a une grosse attrape, il y a une fraude qui vient quand vous recevez quelque chose d'Afrique qui vous dit que vous venez d'hériter de 2 millions d'un père missionnaire. Posez-vous des questions, comment est-ce que le missionnaire faisait pour avoir 2 millions? Okay. En gars, vous savez d'avance que c'est une attrape, là, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc, quand on reçoit une lettre comme ça d'un étranger, là, pour dire, ben vous venez d'hériter de monsieur, madame et tel, puis que ça n'a pas de correspondance, c'est rare. J'ai des fonds à placer, puis moi, je reçois ça, là. Non. Bon an, mal an, 3-4 offres de quelqu'un qui veut me prêter 3-4 millions puis qui est prêt à me payer. J'ai envie de répondre « oui, mais je ne réponds même pas. Je me dépêche à le déliter en français. Puis là où on a des fois des héritiers qui n'étaient pas mentionnés, c'est lorsque les gens décèdent sans avoir fait de testament. Ah oui. J'ai pas d'enfants, j'ai plus de conjoints. J'avais des frères et sœurs, mais ma fratrie est toute décédée. En vertu du code, je vais aller vers les enfants des frères et sœurs qui sont décédés. Je vais vous demander parce que... je peux m'étendre comme ça avec beaucoup de monde. Je m'excuse, je vous ai interrompu. Je veux vous demander, parce que je me souviens, jeune avocat, une psychologue parlait de la fratrie. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et là, vous venez d'utiliser le mot « la fratrie ». Voulez-vous nous dire ce que ça veut dire? Frères et sœurs, dans le fond, tout simplement, qu'on met dans un même terme. La fratrie. C'est pas de la flatterie. C'est la fratrie. Fratrie, comme frère, fratrie. Bon, on vient de régler ça. Donc, c'est assez rare. Et qu'arrive-t-il si on ne trouve pas les héritiers? Si on n'a pas réussi à trouver les héritiers, puis on travaille parfois avec des recherchistes qui vont aller avec les informations. Il y en a qui sont spécialisés pour ne faire que ça, là, pour rechercher des gens. On les recherche aussi bien parce qu'on a un problème de titre, puis on ne retrouve plus nos gens que pour des successions. Mais disons que malgré toutes nos recherches, on ne trouve personne. Ben, on va tout simplement envoyer tout l'argent, les documents au directeur de l'État civil, mais de Revenu Québec. Puis eux autres, Revenu Québec va s'occuper aux biens non réclamés de régler le dossier. Puis après ça, ben, l'argent va être là. Alors, si, par exemple, vous allez voir avec la date de naissance, votre date de naissance puis votre nom, à Revenu Québec sur biens non réclamés, on peut savoir s'il y a de l'argent qui traînait là dans votre succession. Mon Dieu, alors on peut dire aux gens, quand vous surfez sur le web, allez donc voir Revenu Québec, vous dites? Oui, Revenu Québec, bien non réclamé, avec la date et le nom de la personne, date de naissance. On n'a pas besoin d'avoir la date de décès, date de naissance. On a peut-être plus de chance qu'à l'Auto-Québec. Oui. Est-ce que c'est fréquent, blague à part, là, mais... Ce qu'on retrouve souvent, c'est de l'argent qui venait des anciennes polices d'assurance-vie qui étaient avant dans du fonds mutuel. Puis il y a plusieurs années, ils ont démutualisé les polices. Et beaucoup de gens n'ont pas réclamé ou n'ont pas encaissé le chèque de 200-300 piastres qui leur avait retourné avec leur papier de l'assurance. Ils ont tout plié ça, ils ont serré ça, puis ils ont mis dans les papiers. Au bout de 10 ans, la compagnie d'assurance envoie cet argent-là au bien non réclamé à Revenu Québec. Alors, quand on fait une succession, on s'en va toujours voir des personnes qui ont pu avoir des assurances. Souvent, on a un 200-300 piastres qui traînent là. Bon, on préférait un 200-300 000. C'est plus 200-300 je n'ai pas eu jusqu'à date. Bon, OK. Alors, on ne la dépensera pas tout de suite, cet argent-là. Mais on pourrait avoir une surprise, par ailleurs. Et j'étais sur l'impression que c'était la curatelle publique. C'était la curatelle publique qui a géré pendant plusieurs années les successions déficitables et les biens non réclamés, mais il n'y arrivait plus. Alors, ils ont transféré ça à Revenu Québec et Curatelle publique s'occupe uniquement à présent de gérer, de voir la surveillance des gens qui sont inaptes ou mineurs pour la gestion des sous, mais ne touchent plus à ça. Dans mes souvenirs du cours au notariat, là, qui est un diplôme de 2e cycle, aujourd'hui, on donne des maîtrises, semble-t-il. Ah oui, ça oui, bon, enfin.
Au notariat, je me souviens, un souvenir vivace dans mon esprit, c'était le professeur qui nous enseignait probablement les successions ou les examens de titre. Si vous avez un dossier avec la curatelle publique, redonnez-le à votre client. Parce que vous allez en avoir pour 6, 7, 8 ans. Je m'excuse pour les gens qui travaillent à la curatelle publique, mais c'était comme ça il y a une certaine époque. Mais il était tellement débordé, ça n'avait plus de sens. Bon. Il y avait toutes les successions insolvables, les successions pour lesquelles on ne trouvait personne, plus la gestion des biens des INAP et des mineurs, ça n'avait plus de sens. Okay. Alors, au moins, on a réparti le travail, puis Revenu Québec il s'occupe de tout régler la succession dans ce temps-là, puis ils vont payer les impôts, ils vont tout faire. Ça se peut. S'il reste de l'argent à la fin, bien, il y en aura pour les héritiers. J'ai une anecdote. Je vais prendre 1 minute de votre temps. L'émission achève, là, mais quand j'étais au notariat, à l'époque, on donnait un cours de pratique notariale. Et je calculais à un moment donné que le notaire qui nous donnait le cours, qui faisait vraiment notaire, là, bien, tout le monde est bien mis, là, mais quand même. C'est plus un notaire conventionnel, parce que lui, il avait été reçu dans les années 40. Hein. Et là, il nous raconte qu'un homme d'affaires important de Montréal décède et qu'il avait exigé qu'il y ait lecture du testament devant ses héritiers. Et je n'ai jamais oublié les instructions. Il commence en disant, et c'est pas une blague, c'est vrai, là. À mon épouse, je ne lègue rien pour que son amant sache ce qu'elle en coûte à faire vivre. C'était à l'époque où les femmes avaient peu de biens. Donc, ce que son amant sache qu'elle coûte à faire vivre. À mon fils, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui ne fera rien, je lègue tous mes biens, à l'exception des voitures, de mes voitures, que je lègue à mon chauffeur pour qu'il poursuive l'œuvre de démolition qu'il a commencée. Alors, il avait le sens de l'humour. Et le notaire en question nous avait dit « Et vous ne pouvez pas rire, bien sûr. » Ben oui. Vous devez avoir un... Bon. Merci de m'avoir laissé compter ma blague. Mais c'était un souvenir d'antan. C'est sûr que quand on le lit à titre de notaire, on trouve quelque chose comme ça, faut le lire avant, parce que si on lit ça devant les clients, il faut pas rire, parce qu'eux autres, ils seront pas tellement d'humeur à rire. Notaire, on arrive à la fin, il reste déjà? peu de temps. Oui, ça va vite. On vous revoit la semaine prochaine pour parler de contrat de mariage, le mariage. C'est un vaste sujet. On va essayer d'en couvrir une partie à la prochaine émission. Donc, aujourd'hui, on termine en disant testament notarié, c'est pas corporatiste là, de faire ça. Là, on suggère aux gens de le faire. De contacter votre notaire ou le notaire. Et puis... c'est toujours important là, d'avoir nos choses complètes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Revenez-nous la semaine prochaine. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.